Salut Thierry, comment ça va? Eh bien, je vais bien, je te remercie. J'espère que c'est la même chose pour toi. Ouais, exactement. Je suis super content. Moi, à chaque fois qu'on a des émissions, tu sais, hein, Ouais. c'est du travail, c'est de la préparation. Mais je suis content parce que le sujet de l'émission aujourd'hui est intéressant. De quoi on parle aujourd'hui, Thierry? Eh bien, écoute, aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant, un sujet qu'on voulait déjà traiter depuis pas mal de temps, et puis chaque fois, pour X raisons, on l'a traité, on l'a inclus aussi des fois dans certaines de nos émissions, et là, on va en faire un vrai sujet. C'est comment surmonter un accident de carrière, c'est-à-dire que on a tous au cours de notre carrière, à diverses étapes, eu des choses qui ne font pas très jolies sur le CV. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à travailler, en 2 ans, j'ai fait 3 boîtes. Et bon, il y a aussi des gens qui sont licenciés, et ainsi de suite. Et la question, en fait, c'est comment présenter ça sur le CV de manière positive. Exact. Bah, c'est super. Je suis vraiment content, comme je te le dis. On va commencer directement, du coup. Ouais. J'ai laissé, alors les amis, cette fois-ci, on a laissé les slides en anglais Oui. parce que c'est vrai que honnêtement, ça demandait beaucoup de travail de retraduire, parce que ce que je voudrais offrir dans ces slides, c'est des scripts, des façons de répondre, des façons de présenter les choses, Ouais. en plus de ce qu'on pourrait mettre sur un CV. Donc en fait, j'essaie de parler de ce qu'on pourrait mettre sur un CV, mais en plus de ce qu'on pourrait dire pendant un entretien d'embauche. Et ces scripts-là, bah, pour les retraduire, enfin, c'est pas que de la retraduction, c'est pour les réoptimiser pour le français, c'est complètement une autre façon de penser, c'est un autre marché, c'est légèrement différent, on répond pas de la même façon, quoi. Et donc, comme ça prenait beaucoup de temps, les amis, j'ai laissé, donc ça va être très utile si vous êtes expatrié dans un pays anglophone. Ça va être très utile aussi si vous ne l'êtes pas. Si vous êtes en France pour un job en France, ça va vous aider à avoir une stratégie pour vous-même développer un script. Voilà. C'est vraiment très facile parce que vous aurez une base très importante ici, Oui. d'accord? Ça va vous permettre alors, excuse-moi, je disais, ça va vous permettre en fait de comprendre les concepts qui sont derrière le type de réponse proposée et de les adapter à votre cas personnel. Exactement Thierry. Et donc l'idée, les amis, ça va être que aujourd'hui, donc on va commencer directement, Oui. mais n'hésitez pas à poser des questions, parce que c'est vrai que j'ai fait ça ce matin, basé sur ce que je savais, basé sur ma méthode que j'emploie avec mes clients privés. Il faut savoir que je suis, comme vous le savez, coach carrière. J'aide beaucoup les chercheurs d'emploi à rejoindre le marché du travail. Surtout, alors, les clients qui viennent à moi très souvent, c'est des clients qui ont des entretiens et qui sont en recherche d'emploi, mais pour qui ça marche. En général, les personnes qui viennent à moi, c'est des challenges. Et puis il y a des challenges qui sont par exemple aussi que la personne a été sans emploi pendant 1 an, 2 ans, etc. Alors c'est des choses que moi j'applique avec ces gens-là aussi, suivant s'ils se sont fait peut-être licencier avant, suivant s'ils ont changé. En tout cas, il y a quelque chose qui les retient de retrouver un travail. Et c'est ça que je voudrais vous présenter avec les solutions, j'espère. N'hésitez pas à poser des questions, les amis. J'espère que ce cours va être bref et complet. Alors, il sera bref, j'espère qu'il sera complet. N'hésitez pas à poser des questions pendant le commentaire. Et avant qu'on commence, Thierry, est-ce que on peut demander à tout le monde, y compris moi, de simplement faire un petit partage, parce que j'ai vraiment envie de toucher un max de monde. C'est pas du tout un sujet qui est optionnel, c'est un sujet qui peut toucher beaucoup de monde et qui peut affecter la vie de beaucoup de personnes, Thierry. C'est pas du tout un truc c'est rien ça. Non, c'est un truc super important. Est-ce qu'on est dans la capacité de partager, au fait, Oui, Thierry, bien sûr, oui. Si vous allez sur, vous êtes sur la vidéo, moi je suis sur mon ordinateur, c'est un petit peu différent, mais vous devez avoir le bouton partager qui apparaît et vous cliquez dessus et vous indiquez le groupe. Ah, il y a Laurence qui dit qu'elle l'a fait. Et je pense c'est super sympa parce que il y a vraiment des choses des gens à aider là-dedans. Merci beaucoup Laurence. Alors moi je suis en train de le faire et on va commencer directement après. J'espère ne pas trop prendre. Voilà, super, ça y est. Send share now. Ok.
Voilà, moi c'est fait les amis aussi. Voilà. Alors je vais commencer, Thierry. Ok. J'espère que tout le monde. N'hésitez pas à dire c'est fait en commentaire pour qu'on sache qui essaye d'aussi nous aider à toucher plus de monde. N'hésitez pas les amis, ça nous fera super plaisir. Donc comment gérer ces accidents de carrière? On va commencer. Donc déjà les accidents de carrière. Avant de comprendre comment les gérer, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur deux principes clés. Le premier, c'est le but d'un CV. Souvent, quand je demande à des clients privés ou en séminaire ou en groupe, c'est quoi le but d'un CV, on me dit plein de sottises. Ou du moins, c'est pas des sottises, c'est des choses qui sont secondaires. Du genre, mon CV, c'est pour présenter mes compétences. Mon CV, c'est pour me vendre. En fait, rien de tout ça n'est plus important que la première des raisons. La première des raisons pour un CV, c'est de convaincre un employeur de te passer un coup de fil. C'est tout. La vraie mesure de la qualité de ton CV, c'est si tu reçois beaucoup de coups de fil ou pas. Si tu reçois pas de coups de fil, le premier suspect, c'est ton CV. C'est vraiment ton premier suspect. Donc ça, c'est le premier principe clé. C'est que le premier but d'un CV, c'est vraiment de générer les appels des recruteurs. Si ça marche pas, c'est là où on commence, d'accord? Donc c'est inutile d'avancer en fait. Donc rappelle-toi, on parle de choses aujourd'hui, des accidents de carrière qui vont nous empêcher de retrouver un emploi. Donc c'est des choses où il faut tacler sur le CV et sur l'entretien d'embauche. Le deuxième principe clé, c'est vraiment que le but d'un entretien d'embauche, c'est de rassurer un employeur. Vous avez déjà établi sur votre CV que c'est ce que l'employeur recherche. Parce que sinon, il ne vous appellerait pas pour un entretien d'embauche. Si vous êtes en entretien d'embauche, c'est déjà que vous êtes qualifié. Vous êtes déjà le bon profil. Maintenant, il veut juste être rassuré parce que il a des questions, il a des inquiétudes, il a plein de choses. D'accord ? Donc c'est ça le but d'un entretien d'embauche, c'est simplement de rassurer l'employeur. D'accord. Donc il y a vraiment 4 types d'accidents de carrière que moi je recense. Alors n'hésitez pas, si j'en oublie un, je le rajouterai, promis juré, lors d'une prochaine émission ou d'une vidéo courte. Mais le premier, c'est une longue période sans emploi. Une longue période sans emploi, souvent, c'est un petit peu un cercle vicieux et ça fait que les employeurs ont de plus en plus peur. Si ça fait 1 an qu'une personne recherche un emploi, ou 10 ans, ou 15 ans, etc. D'accord ? Donc ça, c'est des choses. Et j'ai envie de vous dire, pas grave, regardez l'émission les amis, je souhaite vous offrir des solutions aujourd'hui. Donc à aucun moment il faut que vous vous laissiez aller en disant mon cas il est un petit peu fini quoi. Ça fait tellement longtemps, etc. J'ai rien à me... Il y a des solutions les amis, c'est pas idéal, ça veut pas dire, c'est pas des solutions magiques, mais ça va vous aider, ça va vraiment vous aider. D'accord. Le deuxième type d'accident de carrière, c'est vraiment quand on se fait licencier, quand on se fait remercier d'une société. C'est jamais agréable, mais c'est quelque chose qui peut poser un problème aussi pour retrouver un emploi. Ça, c'est souvent en entretien d'embauche qu'on le découvre. Et en entretien d'embauche, si on ne sait pas comment répondre à ces choses-là, effectivement, ça peut montrer à la personne, ok, donc cette personne a été entre guillemets remerciée du poste. Il y a sûrement une raison. Moi, j'ai pas envie d'avoir de problème. Oui. C'est un petit peu la peur qui c'est pas vraiment basé sur quelque chose de très précis et très logique. Ouais. D'accord, c'est beaucoup de l'émotionnel les entretiens d'embauche. L'autre, c'est l'exemple de Thierry, c'est le job hopping. Donc Thierry disait tout à l'heure que lui à un moment dans sa carrière a eu 3 jobs en 2 ans. Ouais. Effectivement, ça rassure pas l'employeur puisque l'employeur il veut investir en une personne pour qui il va voir un retour sur investissement qu'au bout d'1 an, 2 ans, etc. Donc, il n'a pas envie forcément de former, etc., une personne qui apparemment montre un historique de quitter les jobs au bout de quelques mois. Donc, quand on montre trop ça sur un CV, ça peut nous empêcher de retrouver un emploi si on ne fait pas les choses de la bonne manière. Et enfin, le fait aussi, ça j'ai déjà eu, moi Thierry, avec des clients, que on montre différentes carrières. Donc on montre des choses un peu différentes. On est commercial à un moment, et puis après on rejoint, on fait un peu de la compta, et puis on fait un peu autre chose. Et ça c'est pas du tout c'est pas du tout rassurant pour un employeur parce qu'il se dit ok, donc en gros la personne elle sait pas ce qu'elle veut, elle va changer aussi. Je lui donner un poste moi chez moi, mais elle va changer aussi. D'accord. Donc c'est ça qui fait un petit peu peur. Alors on va parler du premier point. Le premier point,
c'est donc quand on est sans emploi pendant un laps de temps non négligeable. Donc, quand je parle de laps de temps non négligeable, c'est 6 mois. En général, ce que j'observe vraiment d'une manière consistante, c'est que avant 6 mois, les gens sont capables d'être motivés, d'avoir un bon moral. Au bout du 5e, 6e mois, moi je perçois, d'après mon expérience, une grosse perte de motivation, des fois aller vraiment à la dépression, à perdre espoir, etc. etc. Le 6 mois, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Le problème avec ça, c'est que les 3 mois, c'est pas un gros gap sur un CV, c'est pas un gros trou sur un CV. À partir de 6 mois, ça commence à un petit peu gêner. Alors, le plus gros problème, c'est quand on met rien sur le CV par rapport à ce trou, si tu veux, entre guillemets. Quand on met rien, ça veut dire qu'on dit, il y a un trou. On n'a rien fait. On a regardé la télé. Et pourtant, c'est pas vrai. Il y a personne qui passe 3 mois, 6 mois à regarder la télé. C'est absolument inconcevable. Et ça, c'est super important. Donc, il y a 2 types, si tu veux, de trous sur le CV. Il y a des trous qui sont logiques, qui sont compréhensibles par n'importe quel humain, recruteur, employeur, n'importe quel humain. C'est, par exemple, un congé maternité où on a pris 1 an en congé sabbatique pour aller voyager à travers le monde, ou un de nos parents nécessitait des soins, une présence de votre part, ou alors on a repris les études, on a fait un master, ou des choses comme ça. C'est des choses qui se comprennent, qui sont logiques, qui sont humaines et qui sont absolument acceptables. Le problème, c'est quand vous ne mettez pas ces choses-là. Quand une maman en congé de maternité ne le dit même pas. Elle se dit, et ça je l'ai déjà entendu très souvent, c'est ouais, mais c'est pas une expérience. Tu vois, et ça c'est vraiment le problème, c'est que on n'arrive pas à comprendre que ce qui fait peur à l'employeur, c'est pas la raison, c'est le manque de raison. Ce qui fait peur à l'employeur, c'est pas la raison, c'est le manque de raison. Parce que le manque de raison, soudainement, il enclenche mon imagination. Et mon imagination, elle me dit que s'il m'a rien dit, c'est sûrement qu'il y a un problème. Et voilà. Et là, vas-y, va appeler quelqu'un avec ça. Donc, c'est pas ça qu'on cherche. Maintenant, on va aussi parler de situations où on est un petit peu en recherche d'emploi et puis on s'y prend tellement mal que on est en recherche d'emploi très continue, on a une baisse de morale. Ça, c'est des choses qui sont un peu plus difficiles à combler en termes de trous. Mais je vais vous donner quelques solutions. D'accord ? Alors, la première chose, on en a parlé un petit peu, c'est il faut créer une espèce de position dans un CV. Donc, ça va pas être une position avec une société nécessairement, mais ça va être, en fait, ça va prendre une place. Donc, les dates ne vont pas s'arrêter à il y a 2 ans, il y a 15 ans. Les dates vont continuer. Parce que montrer qu'on a été mort dans notre carrière, qu'on a été absent, qu'on a été kidnappé pendant toutes ces années et que plus personne n'a entendu parler de nous sur un CV, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est que on a envie de montrer que depuis telle date et telle date, on faisait ça. On faisait ça. D'accord ? Et peu importe ce qu'on faisait. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Alors, le 2, c'est vraiment, quoi qu'il en soit, de faire quelque chose. Si tu es en train de voyager à travers le monde, fais un blog. Fais un blog où tu parles de choses qui ont une pertinence par rapport à ta carrière, pas par rapport à ton blog. Ça, c'est pas trop important. Si tu es en congé maternité, est-ce que suivre des cours en part-time, est-ce que faire du volontariat, peu importe, encore une fois, en relation avec ta carrière, est-ce que ça peut être une chose qui est possible des fois en part-time, en temps partiel. Voilà, 1 ou 2 fois par semaine. Souvent, ce que j'ai vu, Thierry, c'est que les chercheurs d'emploi, leur premier besoin, si tu veux, de combler le trou, c'est financier. Et donc, ce qu'ils font, c'est que, par exemple, ils sont, je sais pas, j'invente, ingénieurs ou quoi que ce soit. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font du tutorat et ils apprennent, par exemple, ils deviennent tuteurs de français, de langue française. Et alors, quand tu regardes après, ils peuvent pas vraiment mettre ça sur leur CV parce que ça n'a plus rien à voir. Alors, l'idée, les amis, c'est pas de pas gagner de l'argent, bien entendu. C'est, même si vous décidez de gagner de l'argent, il faut absolument retrouver un job le plus vite possible. Que ce job soit payé ou pas, c'est pas important. C'est reprendre la machine, c'est continuer à avancer. Parce que à un moment où vous dites je m'arrête, toute chose qui s'arrête
c'est dangereux l'arrêt, parce que tout avance, tout continue à avancer. Les gens avancent, les gens qui ont le même âge que vous avancent. Donc effectivement, après vous créez des gaps. Et ça, c'est pour ça qu'on rentre dans des cercles vicieux et des vicieux et des vicieux. Donc l'important, c'est de prendre quelque chose qui est en relation avec notre carrière, de le faire, même si c'est juste temporaire. J'ai déjà conseillé, par exemple, à une architecte de faire un blog super simple. On a des vidéos où on montre comment faire un blog de A à Z avec 3 fois rien. Donc, on peut le faire, ça c'est vraiment facile avec la technologie d'aujourd'hui, les amis. Donc n'hésitez pas à demander ça à Thierry. Mais un blog où elle pourrait recenser par exemple tous les projets d'architecture, où elle pourrait recenser tous les architectes, où elle pourrait peut-être éventuellement gagner un petit peu d'argent parce que telle et telle personne sont dans l'annuaire et que cet annuaire commence à être visité, etc., etc. Enfin, ce que j'essaie de dire, les amis, c'est qu'il y a toujours moyen de s'exposer, de faire des choses, d'écrire des articles. Vous prenez quelqu'un qui est en vente, il pourrait effectivement écrire sur les techniques de vente, les objections, les scripts que les gens utilisent, etc., etc. Donc en fait, vous voyez, on essaye de toujours keep in touch, de rester en contact avec sa carrière. Et ça, c'est très, très important. Donc c'est dire... En fait, c'est pas un trou. Les extraterrestres m'ont pas kidnappé. C'est vraiment, j'ai fait des choses. J'étais en maman à la maison, je m'occupais. Mais en plus de ça, j'ai commencé une certification en ça. En plus de ça, je me suis formé à ça. En plus de ça, j'ai fait aussi du volontariat en ça. Et il faut que ce soit pertinent en lien avec le reste de notre carrière. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est le point. L'exemple que j'ai, Thierry, c'est une personne qui avait 9 ans. C'est un exemple que j'ai déjà donné dans une ancienne, une émission qu'on a fait avant. C'est une personne qui habite dans un petit village. C'est loin des grosses sociétés, des grandes villes, etc. C'est un petit village, Thierry, et qui a 9 ans au chômage. 9 ans au chômage, c'est dur, c'est lourd. C'est lourd là-dedans, c'est vraiment, vraiment très, très dur. Alors, ce monsieur-là, tu sais, avec sa femme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rempli ses 9 ans. Alors, il n'a pas de diplôme, il vit dans un village, c'est-à-dire que c'est quoi les sociétés dans un village? Il n'y a que dalle, d'accord? C'est un village, d'accord? Et puis, il est loin des grandes villes, etc. Donc, on a une situation un peu délicate. Et bien, pendant ces 9 ans, ce qu'on a fait avec son épouse, qui lui a posé plein de questions, c'est qu'on a découvert qu'en fait, il n'a pas de diplôme. Donc, on a découvert qu'en fait, il a aidé plusieurs amis à déménager, il a repeint des maisons, etc., etc. Et très très vite, on a rempli ça et il a commencé à recevoir des coups de fil pour une mission d'intérim, pour une association qui était créée pour l'aide aux personnes âgées. Et ces personnes âgées, elles peuvent pas déménager, elles ont besoin de bras, de gens qui les aident pour tout ce qui est repeindre leur maison, déplacer un meuble, reconstruire un meuble, etc., etc. Et c'est le premier CDD de cette personne depuis 9 ans. Imagine un peu. En fait, ce que je dis aujourd'hui, c'est que 9 ans, c'est pas rien. Et que, en fait, en remplissant les choses, quand on commence à mettre des expériences, même si c'est personnel, avec, en plus des résultats. Alors, je vous invite aussi à vraiment faire attention à comment écrire le CV. D'accord? Si vous n'êtes pas sûr, j'ai un cours gratuit. On a plein de cours gratuits. En plus, c'est même pas un cours gratuit, les amis. Vous demandez à Thierry, il vous donnera accès à plein de cours gratuits, que ce soit en français, en anglais ou peu importe. Donc, n'hésitez pas, les amis. D'accord? Ne vous dites pas, ouais, je vais mettre ça. Hamza m'a dit de dire que il y a une manière de le faire sur un CV pour que vous génériez un coup de fil. Rappelez-vous, c'est le vrai seul but du CV. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous diriez pendant un entretien? Vous avez un gros trou sur le CV, vous dites quoi en entretien? Vous pouvez dire, par exemple, I've left, my previous role on the 12th of March 2017, and I decided to step back for 18 months to look after my 2 children. During that time, I've also been pursuing XYZ, donc des études, par exemple, ou studying XYZ or freelancing for XYZ company. 3 months ago, we hired a full-time nanny, and I started actively looking for work since then. Although I did have a few interviews, I'm I'm being very selective about the type of company and role, since I see, my next role as something that's going to last for a few years. Qu'est-ce que je viens de faire ici? En fait, ce que je viens de faire, c'est que j'ai arrêté de travailler
en tel mois, d'accord? C'est quelque chose qui sait puisque c'est sur votre CV. Et j'ai décidé, alors là je prends un cas un peu difficile, je prends même pas un cas où vous avez plein de choses à remplir, etc. Là je prends vraiment un vrai trou. C'est pour vous dire qu'en fait, bon bah, si vous avez été maman à la maison, souvent quand on est maman à la maison, on n'a même plus le temps de respirer, on n'a même plus le temps de dormir. D'accord? Quand on vient d'avoir un bébé, c'est quelque chose d'assez intense. Donc, Hamza qui arrive et qui dit, ouais, faut faire du freelance, faut remplir, faut faire ça. T'es mignon. Mais en fait, en vrai, c'est pour ça que j'ai choisi ce script. J'ai choisi ce script pour vraiment vous montrer que, bon, dans le pire des cas, voilà ce que je dirais. D'accord? Je dirais, j'ai arrêté de travailler de telle date à telle date et j'ai décidé de tu vois, la traduction, oui. C'est toujours. Oui. J'ai décidé de discontinuer ma carrière il y a 18 mois pour m'occuper de mes 2 enfants. Alors, pendant ce temps-là, j'ai réussi à étudier. Alors, même si vous dites, par exemple, même si tu lis un seul livre, tu lis un livre dans ta carrière, bah tu dis, pendant ce temps-là, j'ai décidé de m'instruire, de m'éduquer sur en lisant plusieurs livres, etc., etc. En fait, j'essaie quand même de faire un petit lien, d'accord? Même si je regarde des vidéos sur YouTube, regarder des vidéos sur YouTube en 18 mois, c'est possible. Oui. Donc, en fait, c'est pas complètement impossible, même quand on n'a plus le temps de rien. Donc, là, ce qu'on va dire, c'est que maintenant, l'employeur, il a peur que la raison qui fait que vous n'ayez pas d'emploi en ce moment, ben, elle perdure. Et ben, là, il faut le rassurer, lui dire, par exemple, il y a 3 mois, on a recruté une nanny à plein temps. Et que, à partir de là, j'ai recommencé à rechercher un emploi de manière active. Donc, en gros, ça y est, c'est bon. Mes enfants, t'inquiète pas, d'accord? J'ai géré. Okay, rassure-toi, ça va pas tomber sur toi. Je vais pas te négocier un temps partiel. Je vais pas quitter le boulot un peu plus tôt. C'est bon. J'ai une nanny, j'ai une organisation qui ne va pas t'impacter, monsieur l'employeur. C'est l'idée, d'accord? Et en fait, et à la fin, on me dit, malgré le fait que j'ai eu quelques entretiens d'embauche, bah, je reste quand même super sélectif par rapport à mon prochain rôle parce que c'est quand même quelque chose qui va être effectif pendant plusieurs années. Donc tu vois, en plus je suis en demande, j'ai eu des entretiens, d'accord, donc viens pas essayer de m'exploiter parce que tu penses que je suis un petit peu en galère de job. Pardon de parler comme ça, mais c'est l'idée en fait, c'est l'idée, mais on le communique de manière professionnelle. Alors le deuxième type d'accident de carrière, c'est quand on se fait licencier. C'est pas agréable. Alors, mais c'est comme ça. Alors qu'on se fasse licencier pour une raison de mauvaise conduite ou d'incompétence ou peu importe. En fait, c'est même plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est se dire que c'est quelque chose qui arrive dans toutes les carrières. Ouais. C'est pas quelque chose qui est waouh, tu t'es fait licencier, le loser. Tu sais qu'il y a que 1 sur 1 million qui se. Non, pas du tout. Il y a plein de gens qui se font licencier. Et en fait, j'ai même envie de te dire que si tu fais une recherche Google avec gens famous, célèbres qui se sont fait licencier, t'hallucines. Des acteurs. Si, ça c'est absolument incroyable. Il y a donc ta situation, vas-y. Il y a le PDG de Alibaba, je me rappelle plus son prénom, mais c'est Marc, son nom de famille, qui est ultra riche. Il a quand même réussi à se faire licencier de chez McDonald's. Je veux dire, il est bon, voilà. Donc ça arrive quand même à des gens qui après deviennent les hommes les plus riches du monde. Ouais, exactement. Non. Et voilà, il faut toujours te dire que ta situation de ce moment n'est pas représentative de ton futur, c'est juste temporaire. C'est juste temporaire, d'accord? Donc là où moi je recommande, c'est que ce que je mettrais sur un CV, suppose que une personne, elle n'est pas terminée sa période d'essai. Au bout de 5 mois, elle se fait remercier. Par exemple, moi ce que je mettrais, c'est que c'était un rôle temporaire, d'accord? Ce n'était, si tu veux, c'était un CDI. C'est un CDI. D'accord, mais mettons que c'est un CDI à la base. Mettons que c'est un contrat en CDI. C'est un permanent contract, ok? Mais ça, c'est le contrat. Mais le fait que ton rôle
n'ait duré que 5 mois, ça en fait un rôle temporaire. Mais en fait, ce que j'essaye de faire, rappelez-vous le but du CV, c'est pour ça que j'ai mis ces principes clés, c'est de générer un appel. Parce que j'essaye de donner une impression que, hey, calme-toi, c'est un rôle temporaire, appelle-moi. Et si la personne me pose des questions, le recruteur, l'employeur, eh bien, j'ai une possibilité de me défendre, de lui donner mon point de vue, de lui donner mon côté de l'histoire. Parce que sinon, il va juste dire, ah tiens, il a fait que 5 mois dans ce rôle. Bon, il met pas le type de contrat, donc j'assume que c'est un contrat en permanent. Et là, les problèmes commencent. On se dit, bon, bah, s'il n'a même pas terminé sa période d'essai, et boum, tu reçois pas l'appel. L'idée, c'est de rétablir d'abord les appels. Et c'est pour ça que le but d'un CV, c'est de générer les appels. Donc moi, je dirais la vérité en disant que c'était un rôle temporaire. Je vous choque peut-être, les amis, mais c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui pourraient me critiquer par rapport à ça et qui pourraient dire, ouais, mais c'était un rôle en permanent, tu dis que c'était un rôle temporaire. Non, il n'y a pas de rôle en permanence, ça n'existe pas. Il y a des contrats qui sont temporaires ou des contrats en permanence, ça d'accord. Mais le rôle en soi, puisqu'il a un début et une fin, il est temporaire de toutes les manières. De toutes les manières. Même si tu fais 25 ans dans une boîte et que tu sors, c'est temporaire. C'est pas à vie. D'accord? Donc, c'est un peu l'aspect. Le but, c'est d'attirer. J'ai eu des clients comme ça, les amis, et ce que je vous dis aujourd'hui, ça marche. D'accord? Ça réactive leur portable, les coups de fil. D'accord? Et c'est ça qui est très important. Vous pouvez choisir de laisser tomber, de ne pas me suivre par rapport à ça, c'est pour vous, mais ne me critiquez pas parce que moi ça marche. Moi c'est voilà. L'autre chose aussi, quand on se fait terminer d'un rôle, ce qui est très intéressant, ce serait d'aller vers les anciens collègues, les superviseurs, les managers, en évitant les personnes qui nous détestent un petit peu trop, mais en leur demandant est-ce que tu pourrais simplement aller sur LinkedIn, ça va vraiment m'aider si tu pourrais me mettre une recommandation. Pourquoi? Parce que si jamais on se retrouve dans une situation en entretien d'embauche où je vais vous donner le script, qu'est-ce qu'on va dire? Mais si jamais on se retrouve dans cette situation, les amis, ce qui sera intéressant, c'est de dire en plus, jeter un œil sur les recommandations. J'ai d'ailleurs fait pas mal de choses très intéressantes et je suis recommandé par plusieurs personnes. Tu vois, ça atténue en fait l'idée que on est incompétent. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment ces deux choses-là, d'accord? Et là, normalement, si vous le faites bien, dans 50% des cas, vous évitez même les questions pendant les entretiens d'embauche parce que l'affaire est réglée entre guillemets, c'est bon, on a compris, c'est un rôle en temporaire et en plus il y a des recommandations quand la personne va vous checker sur LinkedIn, d'accord? Donc ça c'est important. Alors et sans même il vous dit qu'est-ce qui s'est passé à ABC Corporation? What happened at your role at ABC Corp? Il y a 3 choses que je voudrais que vous rappeliez, d'accord? Ah non, pardon, 2 choses pour tout ce qui est licenciement, c'est 2 choses. La première chose, vous ne devez pas montrer qu'il y a encore une amertume entre vous et l'ancien employeur. C'est super important. Pourquoi? Parce que c'est comme, tu sais, quand quelqu'un sort d'une relation douloureuse et il essaie de rentrer dans une autre relation, mais il parle toujours de combien il déteste sa femme ou elle déteste son mari. En fait, l'autre personne, c'est... je m'en tape, quoi. Oui. Ramène-moi pas ton package. Tu vois, moi, c'est pas de ma faute. Ramène-moi pas ça dans ma vie, quoi. Et c'est un peu l'employeur. L'employeur, il a pas envie forcément d'attirer quelqu'un qui a encore de l'amertume avec son ancien boss et qui va dire, parce que, en plus, la façon dont tu parles... Pardon, vas-y. Ouais, je disais, et en plus, c'est manifester de l'amertume peut laisser penser au recruteur qu'en fait, ça s'est mal passé de votre faute. Il faut il faut pas l'induire dans un état d'esprit où il va penser que les choses se passent mal et comme il n'a pas d'autres informations, il va pas forcément vous croire à 100%. Et il va peut-être se dire la personne me dit que c'était des psychopathes dans la boîte, peut-être que c'est elle c'est cette personne qui est une inadaptée sociale. Et boum, là vous avez loupé votre coup. Ouais, c'est clair. Hein. Tu sais, j'ai déjà eu des cas comme ça, Thierry, quand je recrutais pour mes équipes, et la personne disait c'est tout un livre devant le truc. C'était le manager le plus pourri qui existe, etc., etc. Et après, il y a une question qui va la dérouter un petit peu, et je lui dis, mais alors, du coup, ce manager, il y a tout le monde qui démissionne, il y a tout le monde qui est licencié, ou il y a que toi?
Non, là, il n'y a que moi, mais il y en a plein qui ne seraient pas contents. C'est mort. Si tu me dis pas, non, tu rigoles, le même jour, on est 7 à être sortis de la boîte, c'est chaud pour toi. Parce que c'est facile de déceler un petit peu ce genre de truc, quoi. Donc, l'important, c'est pas d'amertume, les amis, pas d'amertume. Ça marche pas, c'est la vie mouvante, quoi. Hein. C'est pas un big deal. Mais vous, si vous en faites un big deal, ce sera un big deal, d'accord? Donc ça, c'est super important. D'accord. L'autre aspect aussi, c'est de absolument démontrer que même si c'est pour une raison d'incompétence quelconque, que ce n'est plus le cas. Parce que l'autre employeur, il n'est pas intéressé par de l'incompétence. Donc si vous dites, ouais, j'ai été viré parce que, déjà jamais dire viré, hein, j'ai été remercié malheureusement parce que mon manager pensait que mes résultats étaient complètement insuffisants. C'est vrai que mes résultats étaient bien en deçà de la moyenne, mais voilà. Écoutez, en tout cas, je pense qu'avec un peu plus de formation, je pourrais y arriver. En gros, ce que tu dis à l'employeur, c'est voilà, vous allez hériter de quelqu'un qui n'atteint pas ses résultats. En gros, ouais, génial, j'ai trop hâte. Quand est-ce que tu signes? Quand est-ce que tu commences? C'est pas l'aspect. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on dit? Alors, voilà ce qu'on dit en entretien. On dit, to be honest, this is a good company, pas d'amertume, but despite having achieved XYZ and ABC during the past 5 months, the management decided that it wasn't enough and decided to end my role there due to the fact that I was not proficient enough on Excel, par exemple, sur Excel. So to make sure this situation would never happen again, I've actually been pursuing a certification in Excel, taking advanced course on Excel. Qu'est-ce qui vient de se passer? To be honest, this is a good company. Pas d'amertume. Mais malgré le fait que j'ai réussi à atteindre ça et ça en l'espace de 5 mois, le management a décidé que c'était pas assez, qu'il a décidé de terminer mon emploi, surtout par rapport au fait que je n'avais pas assez de connaissances sur blablabla, ou que je n'étais pas assez autonome sur blablabla. Alors, du coup, donc attention, là c'est incompétence, donc il faut absolument que je répare ça pour le prochain employeur. Du coup, ce que j'ai fait depuis 2 mois, c'est que je me suis mis j'ai poursuivi une certification dans blablabla pour être sûr que cette situation ne se reproduirait jamais. Je suis aujourd'hui complètement confiant. J'ai réussi ma certification avec honneur. J'ai reçu la médaille d'honneur sur Excel. Non, je rigole, mais tu vois un peu l'idée, d'accord? Ouais. Ça fait du sens, les amis. N'hésitez pas à commenter. Et si vous nous rejoignez, les amis, si vous n'avez... Alors, tout le monde a partagé. Si vous n'avez pas encore partagé, faites un petit partage. On est encore là. Vous perdez rien du tout, les amis, d'accord? Le point numéro 3, le type d'accident qui arrive aussi, c'est que, un peu comme ce que tu as dit, hein, le job hopping, Thierry. Le job hopping, c'est quand on a eu... Voilà, si en 2 ans on a eu 3-4 jobs, effectivement on peut véhiculer une notion d'instabilité. On peut dire sans le savoir qu'on est en train d'être super instable et on peut en fait dire inconsciemment « Hey monsieur l'employeur, recrutez-moi et je partirai au bout de quelques mois ». C'est un peu ça qu'on communique. Donc en fait, aucun employeur va être intéressé. Ce qui se passe souvent dans les job hopping, c'est qu'on a des opportunités qui sont un petit peu mieux payées et puis on saute pour une histoire d'argent. Et même ça, même si c'est une raison valide, d'accord, on peut le faire une fois. Mais quand on le fait 2 fois de suite, ça commence à gêner parce qu'on commence à se dire mais de toute façon il va toujours recevoir un petit peu plus d'argent. Ça veut dire qu'il va quitter, même si quelqu'un lui offre 500 dirhams de plus, ou 1000 dirhams de plus, ou 3000 dirhams de plus. Et donc derrière, c'est ça laisse un petit peu transparaître une personne plutôt opportuniste que loyale. Et ça, personne n'a envie d'investir dans ça. Mettez toujours, ce que je dis toujours avec la relation avec l'employeur, c'est essayer de toujours faire un parallèle avec des relations entre hommes et femmes, par exemple, ou du moins amoureuses. Essayez de vous dire, tiens, si une personne, homme ou femme, était opportuniste, d'accord, et puis à chaque fois divorçait ou se séparait de la personne parce qu'elle trouverait quelqu'un de plus riche ou quelqu'un de plus beau ou quelqu'un de plus belle ou peu importe. Effectivement, à un moment, une personne arrêterait de se faire
se faire avoir, quoi. À un moment, elle dira, bah ouais, mais enfin, non, quoi. tu vois un peu, c'est un peu l'idée, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur un CV si on a ce genre de choses? Qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est d'utiliser la technique dont on a parlé avant, c'est de dire la vérité qui est que le rôle était temporaire finalement, puisqu'il s'est arrêté. Il avait un début, une fin, il était donc un rôle temporaire. Vous n'allez pas pouvoir faire ça si vous avez 3 rôles en 2 ans, par exemple. Vous n'allez pas pouvoir faire rôle temporaire, rôle temporaire, rôle temporaire. Il va falloir alterner, parce que sinon c'est un peu chaud. Donc l'alternance, ça peut être par exemple en disant j'ai été headhunted for, hein, j'ai été approché par cette société pour, d'accord. Si en plus vous savez faire des CV et que vous mettez vraiment en avant vos résultats, les gens vont comprendre pourquoi on vous a approché, parce que les résultats sont vraiment flagrants, d'accord. L'autre point aussi, c'est d'essayer de mettre, si on en a vraiment trop, si on a 3, 4, 5 expériences en 2-3 ans, on va essayer de réunir peut-être en petits paquets, c'est-à-dire peut-être mettre 2-3 expériences dans un seul. En disant, par exemple, ici, j'ai travaillé pour plusieurs clients dont blablabla pendant 6 mois, machin pendant 6 mois, machin pendant 6 mois, juste une ligne un petit peu pas trop visible, mais après mettre une seule description. Ce qui est très visible, c'est quand on met la même description tout le temps. Hein, ça c'est assez visible sur un CV. Mais quand on met une ligne en disant en fait j'ai servi plusieurs clients pendant 18 mois, ça peut passer mieux, d'accord. Interview question. Donc pourquoi vous avez quitté ce job? Why have you left this job? Ok. Ici, ce qui est important de savoir, c'est que l'employeur ou le recruteur, il s'en contrefiche, les amis, de la raison. En réalité, ils s'en contrefichent de pourquoi tu es parti de la compagnie A ou de la société B ou de la société C. On s'en fiche. Ce qu'il essaie de savoir, c'est pourquoi ce serait différent cette fois-ci. Et c'est ça la vraie question que les employeurs se posent. Alors, il faut que vous vous rappeliez quelque chose, les amis, parce que la réponse, le script que je vais vous donner dans un instant, il est basé sur 3 étapes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une raison qui fait que je mets ça avant ça, etc. etc. Et même si mon script ne vous plaît pas, je vous demande de respecter les 3 étapes. Parce que on a un employeur, on l'a dit, on l'a établi, il est inquiet. Il a peur de faire le mauvais investissement. Donc c'est normal. Et en plus, il a le choix. Les 3 étapes de votre réponse, elles doivent tacler 3 choses. Premièrement, ça sert à rien, on en a déjà parlé, de donner une raison pour société A, une raison pour société B, une raison pourquoi on a quitté société C, etc., etc. Ça sert à rien, ça sert absolument à rien. Donc on va donner une seule raison qui va regrouper, qui va être entre guillemets celle qui va expliquer tout, d'accord? Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on va essayer de montrer que vraiment on essaie de prendre nos responsabilités par rapport à ça. On ne blâme pas l'employeur, il a un mauvais management, l'environnement était pas bien, etc., etc. D'accord? Ça c'est vraiment, ça donne un signe que si les choses marchent pas, tu pointes ton doigt vers les autres. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on recherche, d'accord? Donc, deuxième point, c'est vraiment prendre ses responsabilités. Et troisième partie du script, ça va être de prouver que maintenant c'est un petit peu différent, que maintenant il y a quelque chose qui a changé. Et c'est exactement ça qu'on a envie de faire. C'est exactement ça qu'on a envie de faire. Donc, je vais vous demander de vous rappeler de ça. On va donner une seule raison pour tous les jobs. On va essayer de montrer qu'on prend nos responsabilités par rapport à ce qui s'est passé. On ne blâme pas les autres, d'accord, comme c'est souvent le cas. Et on va, en plus, essayer de démontrer que c'est vraiment différent maintenant. Alors, voilà ce que je dirais, moi, si j'étais dans une situation où j'avais fait 3-4 jobs en 2 ans, par exemple, d'accord? La première chose, la chose que je dirais du moins, ce serait « That's right. And to be honest, one of my biggest challenges in the past 2 years was the fact that I was just not sure how to qualify whether a role would be a good fit for me or not. To tell you the truth, this was not making me happy, as you can imagine, because I constantly felt disappointed and it wasn't fair to employers either.
So one of the things that I did was to really identify a few criteria that would actually make me know in advance whether a role would be a good fit for me or not. Of course, all of these experiences made this self-reflection easier. And I now have a series of questions that I will hopefully have a chance to ask at the end of our interview today, if that's okay with you, of course. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en gros, je dis pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à société A, société B, société C. Non. Ce que je dis, c'est effectivement, j'ai eu pendant un moment du mal à pouvoir qualifier et déterminer si une opportunité de carrière était la bonne pour moi. Je n'avais pas les questions, je n'avais pas les outils, je n'avais pas la méthode. Mais avec ces expériences, j'ai développé plusieurs questions que j'espère. Et en plus, alors juste avant, je dis, ça me rendait pas heureux. Donc en gros, je n'apprécie pas moi-même, d'accord? Ça c'est important parce que l'employeur peut penser que en fait ça vous dérange pas, d'accord? Donc dire que ça vous rend pas heureux, déjà ça le rassure. Et de dire en plus que c'est pas fair, c'est pas juste pour les employeurs qui me recrutent, bah ça le rassure encore plus parce qu'il a l'impression d'être compris. Et ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est dire grâce à ces expériences, j'ai développé une panoplie de questions, d'outils pour justement pouvoir déterminer maintenant si je vais aimer un job ou pas, si je vais rester ou pas. Parce que c'est super important et les expériences que j'ai eues, ça m'a aidé. Ça m'a aidé justement à faire cette réflexion et d'avoir justement cette série de questions que j'espère j'aurai l'opportunité de poser à la fin de l'entretien d'embauche, si vous me le permettez. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est que on se donne rendez-vous à la fin de l'entretien d'embauche. Donc, en gros, j'essaye de terminer ce sujet qui m'embête un petit peu de pourquoi je suis parti au bout de 6 mois, pourquoi je suis parti au bout de 4 mois là-bas, etc. Donc, en fait, j'essaye de dire, on en parle plus tard, mais je sais ce qui s'est passé. C'est ma faute. J'avais pas les outils pour déterminer. Maintenant, je les ai. Et d'ailleurs, je vais pouvoir vous poser ces questions à la fin de notre entretien, si vous me le permettez. Donc, en gros, la réaction logique, c'est pas non, posez-moi maintenant, moi je veux maintenant. Ben non. En général, les gens vont dire d'accord, très bien, on en parlera. Alors, je répondrai à vos questions avec plaisir, bien sûr, à la fin de l'entretien, etc. Et puis les gens continueront. Et c'est ça qu'on a envie de faire. Puis à la fin de l'entretien, c'est normal, c'est assez classique quand les gens disent alors, vous aviez des questions ou pas, etc. Et puis de poser justement de bonnes questions, d'accord? Okay. Donc ça, c'est super important. Voilà. Et alors, le dernier point, Thierry, c'est quand il y a eu beaucoup de changements de carrière. On a, des fois, j'ai des CV où, c'est en général d'ailleurs les gens qui ont une personnalité un petit peu attractive. Les gens qui ont une personnalité un petit peu attractive, qui sont assez bons en réseautage, qui sont assez bons à tisser des liens, tu sais, avec les personnes qu'elles rencontrent. Quand elles ont un bon bagou, quand elles ont une bonne attitude, une bonne personnalité, une bonne expérience aussi, des bons résultats, souvent elles deviennent attractives et souvent les employeurs, les managers, etc. essayent de voir si des personnes comme ça pourraient les rejoindre. Et souvent, ce que des personnes comme ça se retrouvent à faire, c'est qu'elles acceptent trop rapidement parce que, elles sont flattées, 2, elles se disent mais c'est exciting, c'est un truc que j'ai jamais fait. C'est un truc qu'on entend souvent, ça. Moi j'ai accepté parce que c'était un truc que j'ai jamais fait. C'est pas une raison, ça. Si je te donne un job pour aller faire les mines en Afrique, tu vas pas dire j'ai accepté parce que c'est un truc que j'ai jamais fait. C'est pas une raison de carrière. Faut faire super attention. Et c'est quelque chose que j'entends très souvent dans mon coaching de chercheurs d'emploi, Thierry. Donc c'est quelque chose où il faut vraiment essayer d'arrêter ce genre de changement. Si vous avez pas de but, de direction, ça panique un petit peu le recruteur parce qu'il se dit oui mais moi j'ai envie de faire en sorte que je prenne quelqu'un qui a un petit peu la même direction que moi. Je prenne quelqu'un qui a envie de devenir, j'invente ingénieur informatique, responsable informatique, j'invente. Oui effectivement puisque j'ai un poste d'ingénieur informatique, mais si je prends quelqu'un qui a un petit peu d'expérience en informatique mais qui avant faisait de la compta et qui avant encore faisait autre chose, de la vente, j'ai peur parce que ça se trouve il va changer d'avis encore. C'est normal, c'est complètement normal et c'est ce qui
c'est ce qui malheureusement fait que les personnes restent sans emploi, Thierry, restent dans les abysses du chômage, tu sais, et qu'il faut s'en sortir avec ça. Alors, les exemples que j'ai, c'est quoi? C'est d'abord par rapport à l'écriture du CV. Ouais. Ben, le premier conseil que je donne, c'est d'optimiser, de sous-catégoriser chaque expérience. C'est-à-dire que chaque expérience, si on la divise, ben, on va voir qu'on a la possibilité de mettre en vitrine plusieurs types de rôles, d'accord? Ouais. Parce qu'un rôle, c'est pas juste un seul truc, c'est souvent pas mal de trucs. Je te prends un exemple. Un rôle de commercial. Bon, ben, on pourrait penser qu'un rôle de commercial, c'est juste passer des coups de fil et aller voir des clients. Ben non, en fait, parce que l'un des rôles du commercial, c'est faire pas mal d'admin aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il fasse pas mal de propositions, de négociations de contrats. Il va falloir qu'il fasse des parties au point de vue admin par rapport à des présentations éventuellement sur des meetings qu'il va avoir à faire, etc., etc. Il va faire des factures éventuellement, des devis, etc., etc. Ça fait partie du giron du rôle du recruteur, du commercial. D'accord. Si j'étais là ici un commercial, j'essaierais de subdiviser un petit peu ces deux parties. Je dirais donc expérience de commercial. Alors je fais ci, j'appelle les clients, voilà, etc. Et expérience en administration des contrats ou quoi que ce soit. Et expérience en formation, j'ai formé 2 personnes. Et expérience. Alors diviser, si tu veux, ces expériences-là, ça va me permettre de mettre en avant une expérience qui revient souvent. D'accord. C'est-à-dire que revenir, voilà. Donc l'idée, par exemple, j'ai un job A et un job B et un job C. Donc les 3 jobs sont différents. Des changements de carrière. Les subdiviser va me permettre de voir le point commun et de du coup prendre le point commun un petit peu pour le mettre en avant. Du moins, si j'ai déjà un choix de carrière, je peux facilement dire, moi, ce que j'aime le plus faire, j'invente, c'est de l'administration. C'est vraiment de l'administration. J'aime beaucoup faire tout ce qui est support de manager, écrire des choses, préparer des documents, écrire des emails. J'aime beaucoup ça. D'accord, ok. Si t'aimes ça, alors essaye de faire en sorte que quand tu étais commercial, tu montres ça. Tu organisais des meetings, tu prenais des notes pendant le meeting, tu organisais des contrats, tu réceptionnais les appels, tu organisais les agendas, en fait, tu essayes de montrer plutôt ça. D'accord. Et fais un peu la même chose, par exemple, quand tu étais dans les achats. J'invente, c'est le job B. Quand tu étais dans les achats, effectivement, dans les achats, tu as aussi pas mal d'administration, de choses, de papier à faire, etc., etc. Et le fait de faire ça va un petit peu essayer d'avoir cet effet de regrouper, de créer un dénominateur commun. Alors qu'avant, on verrait plutôt des choses complètement rien à voir. Achat, vente, informatique, tu vois, qui pourrait un petit peu faire peur. Alors que là, une autre des choses qu'on pourrait aussi faire, Thierry, c'est de rajouter des parenthèses après par exemple, si j'ai job A, c'est commercial et job B, c'est ingénieur informatique. Ok, complètement rien à voir. Ce que je peux faire, c'est si je décide d'être commercial, par exemple, ce que je peux faire, c'est à côté d'ingénieur informatique, je peux rajouter, comme c'est un titre, donc c'est très visible, je peux rajouter une parenthèse en disant aussi en charge du management de grands comptes de clients. D'accord. En fait, je vais essayer de créer, tu vois, une chose qui va être vraie, d'accord, qui va être par exemple que oui, je suis en contact avec les clients, effectivement, puisque je travaille, on va dire, dans une société de prestations informatiques de SS2I, et qui éventuellement, si je suis en contact avec les clients, c'est ça que je vais essayer de faire ressortir pour faire le lien avec ce qu'il y a après. Voilà. En gros, il y a un travail, si tu veux, d'extraction et d'optimisation, d'harmonisation. D'accord, dans ce. T'avais des questions, Thierry, non? Non, je voulais juste te dire en fait que donc ce qu'il faut faire, c'est créer des points communs entre les jobs pour montrer qu'il y a une continuité. Voilà. Alors,
montrer soit qu'il y a un espèce de dénominateur commun, c'est ce que tu viens de dire, ou alors les réarranger par rapport à ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est-à-dire mettre en vitrine, mettre en avant plus certains côtés de job que d'autres. Pourquoi? Parce qu'on a envie de montrer ou que le recruteur se dise « Ah oui, d'accord, donc en fait, il a finalement fait que ça, on va lui offrir plutôt ça. » Si ça, c'est mon but de carrière, c'est un petit peu ça que je veux mettre en avant. Donc, tu vois, il y a un travail, il y a vraiment soit tu sais pas trop, tu cherches un job, tu crées déjà des dénominateurs communs, mais tu peux aussi créer des dénominateurs communs par rapport à ce que tu veux faire. Ouais. D'accord. Ça fait du sens? Oui, bien sûr. Voilà. Le point important, c'est de pas en faire trop. C'est-à-dire que tu sais, tout ce qui est subcatégorisation, tu peux pas avoir... Allez, à tout casser, tu dois avoir 2 ou 3 sections, sous-catégories, si tu veux. Tu peux pas avoir 5 sous-catégories. J'ai fait de l'admin, j'ai aussi fait ça, j'ai aussi... il faut que ce soit réaliste, il faut que ce soit facile à lire. Il faut pas gâcher le CV pour ça, parce que on atteindrait l'effet inverse finalement. On recevrait toujours pas de coup de fil, mais cette fois on a juste changé de problème. Donc le type de questions d'entretien qu'on pourrait avoir, par exemple, c'est on dirait que vous avez fait plusieurs rôles. Est-ce que je peux vous demander plusieurs rôles différents? Est-ce que je peux vous demander comment ça se fait, comment vous en êtes arrivé à là? Alors bien sûr que lui, cette question, elle paraît un petit peu anodine, un petit peu simple, mais c'est un petit peu les techniques d'entretien, c'est de vous mettre à l'aise pour que vous puissiez parler. Et il faut juste bien comprendre que c'est un vrai problème, ça, d'accord? L'une des choses qu'on peut dire, alors vous vous rappelez de ce que j'ai dit, je vais le dire avant, mais tu sais, juste avant, ce que j'ai dit, c'est que l'une des techniques qu'on peut faire, c'est vraiment mettre tout sous une seule raison, d'accord? Prendre ses responsabilités et dire, voilà comment les choses sont différentes maintenant. D'accord? C'est exactement cette méthode, cette structure que je vais suivre aussi dans la réponse que vous allez voir. D'accord? Donc, je vais la lire en anglais. Yeah, that's right, actually. And to be honest, one of my biggest concerns in the past 2 years was the fact that I was just not sure which career path would be the best for me. And so when approached for these roles, as I did not have any specific career path in mind, I think I said yes too quickly. To be frank, despite strong results in each of these roles, these constant changes were not making me happy, and it wasn't really fair to employers. So I recently hired a coach to make sure I identify a career path that actually fits with my talent zone. I am today only attending interviews within the sales sector, within the treasury sector, I'm only attending interviews within this sector because I know that's where I see myself in 10 years from now. Of course, all of these experiences in the past 2 years made this reflection easier, and I now have a series of key questions that I try to ask during each interview to be 100% certain that my next role is a sustainable one in the long run. With your permission, I hope I can ask you these questions at the end of our interview today. Okay. Voilà comment on fait. Tu vois, je prends responsabilité. Alors, premièrement, je mets une raison, c'est juste que j'étais confus, je savais pas trop, mais je prends mes responsabilités, je sais que déjà, ça me rendait pas heureux et c'était pas très juste pour les employeurs, donc ça, c'est super, on score des points quand on fait ça. Et deuxièmement, on se dit, mais en fait, ces expériences-là, elles m'ont permis de développer justement une conscience par rapport à ce que j'aime pas et où est-ce que je veux aller. Aujourd'hui, je n'envoie mon CV que dans ce secteur-là. Déjà, ça, c'est un premier pas vers le recruteur qui va rassurer le recruteur. D'accord? Oui. Deuxièmement, j'ai aussi développé une série de questions. C'est un petit peu ce qu'on a fait dans l'autre script. J'ai aussi développé une série de questions que j'espère j'aurai l'opportunité de vous poser à la fin de l'entretien. En gros, ce que je dis, c'est bon, lâchez-moi un peu maintenant. Je vous en reparlerai là-bas et ça sert à rien de s'éterniser là-bas. Sur ça, plus vous allez vous éterniser, et plus ça va être problématique. Donc c'est pour ça qu'à la fin de mes 2 scripts là, les 2 derniers scripts, je dis toujours donnons-nous rendez-vous à la fin de l'entretien. Concentrons-nous sur l'entretien, sur mes compétences, sur mes qualités. Passons cette étape-là. On se donne rendez-vous à la fin de l'entretien. Pourquoi? Parce que
je vais poser des questions inévitablement à la fin de l'entretien. Et de toutes les manières, la qualité de mon entretien, puisque mon rôle, ça va être d'essayer d'arrêter de faire que le recruteur ou l'employeur arrête de penser à mes changements constants. Ce que j'espère, c'est que maintenant, comme on s'est donné rendez-vous à la fin de l'entretien, il va un petit peu reposer son esprit et il va se dire ok, laisse-moi me concentrer sur ses compétences, ce qu'il peut faire, etc., etc. Et là, vous aurez une vraie opportunité de vous vendre. C'est vraiment l'idée, les amis. Alors, c'est ça que je voulais un petit peu partager, Thierry, aujourd'hui. Okay. L'idée, c'est pas forcément de suivre mes scripts. Hein, c'est pas du tout de suivre mes scripts. Mes scripts, c'est des trucs que j'ai fait ce matin pour tout le monde, quoi. Mais le but, c'est vraiment de vous donner un exemple de réponse. Mais en même temps, qu'il faut que ce soit un petit peu des choses qui suivent une certaine logique. Rappelez-vous, surtout quand vous êtes sur le job hopping, d'accord? Trop de jobs en un petit espace de temps, ça rassure pas. Ou trop de changements de carrière, ça rassure pas non plus. Rappelez-vous, donnez une seule raison pour tous les jobs. Ne donnez pas une raison pour chaque job, même si vous pensez que vos raisons elles sont géniales. Prenez responsabilité. C'est pas de la faute de votre boss, d'accord? Faut arrêter tout de suite, d'accord? Parce que ça n'attire personne d'entendre que c'est la faute des autres tout le temps. C'est plutôt le contraire qu'on cherche, parce que c'est dans la prise de responsabilité que l'employeur va se dire au moins il est conscient, au moins ça c'est vraiment un premier pas. Deuxièmement, dites bien aussi quand vous prenez vos responsabilités que en fait ça me rendait pas heureux en plus, donc en fait de montrer que cette situation vous êtes dans le même côté que le recruteur, que l'employeur, ça vous rend pas heureux non plus, d'accord? C'est pas quelque chose que vous aimez. Et en plus, si vous dites en plus c'est pas très juste pour l'employeur, on a vraiment l'impression qu'il y a eu une réflexion, d'accord? Et en disant que finalement, ces 2 dernières années, cette période de temps m'a aidé justement à savoir ce que j'aime pas, etc., etc. Et là, voilà comment les choses sont différentes maintenant. J'ai une série de questions, j'ai une méthode, j'ai un outil, j'ai pris un coach, j'ai lu un livre, j'ai une formation, j'ai eu de la réflexion, j'ai eu de l'expérience de justement voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, etc., etc. C'est vraiment cette approche-là qui va faire qu'on va y arriver. Et rappelez-vous, le but d'un CV, c'est vraiment de générer l'appel. Souvent, Thierry, quand on a ces accidents de carrière, le téléphone ne sonne plus. Oui. Donc, c'est sur le CV qu'il faut le régler d'abord. C'est sur le CV. Et crois-moi, Thierry, parce que j'ai tellement de clients qui viennent avec justement ces accidents de carrière et qui souffrent et que j'ai du mal à refuser, mais qu'en même temps, je sais que c'est très difficile. C'est très, très difficile. C'est des personnes qui voilà, il faut faire ce qu'on peut et vraiment les aider à fond, quoi. Juste, il faut se rappeler que c'est pas fatal. D'accord? Faut arrêter. La vie est belle. D'accord? Faut vraiment chill. Remplissez ces trous. Ne restez pas à la maison en train de regarder la télé. Il faut absolument que sur votre CV, s'il y a un trou, alors mettez ce que vous avez fait. Il n'y a pas de trou. Créez une position et dites « j'ai fait ça ». Et pendant ce temps, j'ai fait en plus ça et j'ai fait en plus ci. Faites en sorte que c'est pertinent par rapport à la lignée de votre carrière. C'est ça qu'il faut faire, c'est créer un CV. Si vous avez fait des tout petits postes où vous vous êtes fait licencier, mettez que c'est un rôle temporaire. C'est quoi le problème? Quel est le problème? C'est un rôle temporaire. Vous y êtes plus. C'était juste pendant quelques mois. Donc on s'en fiche. D'accord? L'important, c'est d'avoir le coup de fil. Ouais, mais Hamza, c'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est un petit peu limite mensonge. Non, c'est pas mensonge. Un mensonge, ce serait un contrat temporaire, un contrat d'intérim, un stage. Ça, c'est des mensonges. Ce n'est pas le cas. Dire que le rôle était temporaire, c'est un fait. D'accord? Deuxièmement, le but du CV, c'est simplement d'attirer l'appel. Parce que seulement quand vous allez avoir une discussion avec le recruteur, vous allez avoir la chance, l'opportunité de vous défendre, d'expliquer votre côté de l'histoire. Pas de le laisser imaginer ce que lui il pense basé sur les autres CV et les autres expériences qu'il a lui. Vous, votre cas, il est unique. Et surtout, si vous avez créé des scripts, petit à petit, refaites sonner le téléphone, ensuite,
créer ces scripts. Utilisez les scripts, ils sont pour vous, j'espère qu'ils vous aident. Si vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas non plus, mais suivez la méthode. Voilà Thierry, c'est tout ce que je voulais dire. Est-ce que tu as des questions toi? Oui, j'ai une question de Saïd. Saïd demande s'il faut faire une section spéciale pour les gaps dans le CV. Alors ça dépend des gaps, ça y est, j'ai compris. Donc en fait, entre job A et job B, il y a eu un temps où on a été sans emploi, par exemple. Non, c'est pas ça. C'est s'il faut une section séparée, genre mes jobs et mes gaps. Non, pas du tout. Le plus important, c'est la taille des gaps et est-ce que c'est des gaps ou pas. Parce que si c'est 2-3 mois, ça va, c'est rien du tout. Vraiment, c'est cool, c'est zen. On dit qu'on a pris des vacances, ça va. C'est une recherche d'emploi plus un peu de vacances, c'est 2-3 mois, hein, d'accord. Y a pas de. Mais si c'est 6 mois, 1 an, bah il faut le remplir. Faut pas essayer de créer une section différente, faut le remplir. Faut dire ici j'ai fait ça, d'accord, et essayer de rendre la chose la plus pertinente et la plus continue par rapport aux expériences d'avant et après, quoi. Ça fait du sens. Et ça répond à ta question, ouais. Et j'ajouterais une chose aussi, c'est que faire une section spécifique pour les gaps, ça provoquerait un nouveau problème dans le CV, c'est-à-dire que en fait quand on lit le CV, on le lit de haut en bas. Alors déjà ça dure que 6 secondes 59, mais en plus le but justement des techniques qu'on vient d'évoquer, c'est d'avoir un CV avec une continuité. Or, si tu sépares les gaps pour faire une section qui s'appellerait, je sais pas moi, entre jobs ou ainsi de suite, la première chose que va faire le recruteur, c'est qu'il va voir des trous dans le CV et tu as déjà perdu son attention. C'est-à-dire qu'il va pas commencer à se dire ah bah tiens, je vais aller voir à la fin au cas il aurait une section qui expliquerait pourquoi il a des trous. Hamza le dit souvent, le but d'un CV c'est de décrocher un entretien et donc il y a aussi une forme d'ergonomie, c'est-à-dire qu'il faut pas penser à vous, il faut penser à la personne qui lit le CV. La personne qui lit le CV, il faut lui faciliter le travail, il faut que ça rentre tout seul dans son cerveau. Il faut pas qu'il se pose de questions, il faut pas qu'il fasse de recherche. Il faut que au moment où il est en train de lire le CV, tout coule, tout soit comme on dit maintenant dans le flow. Voilà. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ou pas, Thierry? Non, pas d'autre chose. Donc, on va s'arrêter ici et dire au revoir à nos amis et on va leur dire à la semaine prochaine, peut-être. Peut-être, ouais, on va voir. Voilà. Merci beaucoup, les amis. On se dit à bientôt. Allez, au revoir. Ciao.